Le stylo rouge de Blake Thompson était suspendu au-dessus du dernier papier de la pile. L'horloge murale indiquait 21h45 dans sa salle de classe. Un autre vendredi soir s'accompagnait d'un sacrifice au classement. Il soupira, conscient qu'il accorderait désormais plus d'attention aux équations chimiques de ses élèves qu'à sa propre vie. Son téléphone sonna exactement à 21h47, le surprenant par le bruit fort qui brisa le silence. Le front de Blake se plissa devant ce chiffre étrange. « Oui », répondit-il, la voix teintée de frustration. « Blake, rentre chez toi tout de suite », la voix de Madame Caldwell tremblait d'urgence alors qu'elle passait par le téléphone. « Il y a un homme chez toi avec Nathalie. C'est gênant. Tout le quartier peut l'entendre. » L'esprit de Blake balaya toutes les possibilités. Un cambrioleur? Une mauvaise interprétation? Il ravala difficilement sa salive, pas prêt à envisager l'inconcevable. En prenant les clés de sa voiture, ses mains tremblaient, renversant la pile ordonnée de papier corrigé. De l'encre rouge se répandit sur le carrelage blanc immaculé, ce qui contrastait fortement avec le monde ordonné qu'il pensait connaître. Blake tâtonna avec son téléphone, composant le 911 alors qu'il se dirigeait vers chez lui. Alors qu'il signalait une effraction probable à son domicile, sa voix lui sembla étrange à ses propres oreilles. Ses nerfs à vif réagissaient bien au ton apaisant de l'opérateur, mais la peur le rongeait. Blake brûla plusieurs feux rouges, son cœur battant d'une manière irrégulière contre ses côtes. Bien qu'il essayât de se préparer à ce qu'il découvrirait, comment pouvait-on être prêt pour la ruine de son monde? À 22h03, les pneus de sa berline raisonnable crissèrent alors qu'il s'arrêta dans l'allée. Ce n'était plus le refuge qu'il avait quitté ce matin-là, la maison se dressait devant lui comme une ombre menaçante. La porte d'entrée était légèrement ouverte, gardant silencieusement l'agitation à l'intérieur. Une chaussure écarlate à talons hauts et accusatrice gisait dans l'entrée. La gorge de Blake se serra lorsqu'il réalisa que c'était la paire préférée de Nathalie, celle qu'elle avait portée lors de leur dîner d'anniversaire le mois dernier. Il cria « Nathalie !» Sa voix retentit à travers le silence étrange. Blake traversa la maison. Des signes de bouleversement frappaient ses sens, des tiroirs béants comme des blessures, des vêtements éparpillés dans un désordre insouciant, et des espaces vides sur les étagères et les murs, marqués par l'absence des biens chéris qui s'y trouvaient autrefois. Dans la cuisine, une lueur attira son attention. Aucune réponse ne vint, à part le battement sourd de son propre cœur dans ses oreilles. Sur le comptoir était posée l'alliance de Nathalie, un cercle de métal froid à côté d'une bouteille de champagne vide. L'étiquette semblait se moquer de lui. Leur prochain anniversaire devait être marqué par des économies pour une marque coûteuse. Blake entra dans la chambre avec une lourdeur sur les épaules. Leur univers privé, leur havre de paix, ressemblait désormais à une scène de crime. Incapable de faire face à la nouvelle réalité qui l'attendait, il s'arrêta sur le seuil. La chambre ressemblait à un champ de bataille. Les tiroirs pendaient ouverts, leur contenu éparpillé sur le sol. La porte du placard pendait de travers sur ses charnières, vide là où les vêtements de Nathalie auraient dû être accrochés. Le matelas était déplacé, comme si quelqu'un avait rapidement vérifié dessous. Il aperçut un morceau de papier sur les draps froissés. Blake saisit le message écrit à la hâte avec des mains tremblantes. Il reconnut immédiatement l'écriture de Nathalie, chaque boucle et courbe ressemblait à un poignard dans son cœur. « Je m'enfuis avec mon amant. Ne nous cherchez jamais, vous le regretterez pour le reste de votre vie. Ne contactez pas la police. Ils ne vous seront d'aucune utilité. » Des larmes jaillirent dans les yeux de Blake, brouillant les mots. Il s'effondra sur le lit, le poids de la trahison l'écrasant physiquement. Il sortit son téléphone et vérifia leur compte commun, se sentant engourdi alors que ses doigts tâtonnaient. Le solde le fixait, un zéro net là où leurs économies de 247 632 avaient dû être. Le coffre-fort du placard était béant. Blake tituba vers lui, sachant déjà ce qu'il y trouverait. Vide. Disparu, les bijoux transmis par sa famille depuis plusieurs générations. Disparu, tout comme sa femme l'avait fait. L'incrédulité de Blake se dissipa lentement à mesure que la vérité s'imposait. Son visage se durcit, un froid l'envahissant. Cela allait au-delà de la simple trahison. Il avait été volé. C'était une destruction, il allait obtenir justice. Madame Caldwell regarda une voiture de police s'approcher de la maison de Blake, observant à travers les rideaux de son salon. La culpabilité lui rongeait les entrailles alors qu'elle resserrait sa robe. Peut-être aurait-elle dû appeler plus tôt, lorsqu'elle avait remarqué les sons inhabituels pour la première fois. Mais était-ce son rôle de s'en mêler? Blake et Nathalie avaient semblé être un couple si charmant, calme, poli, le type de voisin que l'on espère avoir dans sa rue. Mais les sons qu'elle avait entendus plus tôt n'avaient pas ressemblé à un mariage heureux. Madame Caldwell ressentit de la tristesse en voyant Blake sortir de la maison, le visage livide sous la forte lumière du porche.
Elle comprit que rien ne serait plus jamais pareil pour le jeune professeur de chimie, quoi qu'il se soit passé dans cette maison ce soir-là. Le policier s'approcha de Blake, carnet en main. Madame Caldwell observa la posture de Blake, la manière dont ses épaules s'affaissaient pendant qu'il parlait, mais elle ne pouvait entendre ce qui se disait. Incapable de regarder plus longtemps, elle se détourna de la fenêtre. Même si dès demain le quartier bourdonnait de rumeurs, à cet instant, tout ce qu'elle ressentait était une profonde tristesse pour l'homme dont la vie venait d'être déchirée. Blake s'assit à la table de la cuisine, fixant les papiers devant lui. Dans les cases à cocher et les valeurs monétaires, comment pouvait-on mesurer une vie? La voix de l'officier semblait lointaine. Monsieur Thompson, j'ai besoin que vous soyez aussi précis que possible, même si je sais que c'est difficile. Chaque élément manquant, aussi petit soit-il, pourrait être significatif. Blake hocha mécaniquement la tête, se forçant à se concentrer. La bague, dit-il, la voix rauque. La bague de ma grand-mère. Je ne sais pas comment on peut évaluer quelque chose comme ça. Alors qu'il continuait à énumérer les objets, Blake ne pouvait se défaire du sentiment que tout cela n'était qu'un rêve. Il se réveillerait bientôt, et Nathalie serait là, lui souriant à travers leur café du matin. Mais encore, la dure réalité refusait de reculer. C'était sa vie maintenant, une vie de trahison, de perte et un vide qu'il ne pouvait pas commencer à comprendre. Blake resta à table, regardant la lettre que Nathalie avait écrite pendant que l'officier partait, promettant de faire tout ce qu'il pourrait. Les phrases semblaient le narguer, chacune étant une accusation de son échec conjugal. Il grogna doucement en froissant le papier dans son poing. La fin ne serait pas celle-ci. Il ne le permettrait pas. Il retrouverait Nathalie et son amant, quoi qu'il en coûte, aussi longtemps que cela prendrait. Il récupérerait ce qui lui revenait de droit. Fini le boy scout. À sa place se tenait maintenant un homme qui n'avait plus rien à perdre. Et cela le rendait dangereux. Le samedi matin s'était levé avec une luminosité désagréable qui se moquait de la vie brisée de Blake Thompson. Assis à la table de la cuisine, il fixait les deux policiers en face de lui. Leur méfiance était évidente. La détective Nina Rodriguez, une femme aux yeux perçants et à la langue encore plus acérée, tapotait son stylo contre son bloc-notes, le bruit flottant dans l'air comme un nuage nocif. Monsieur Thompson, je comprends que vous soyez malheureux, mais étant donné la note laissée par votre femme, cela ressemble davantage à un conflit domestique qu'à un crime. Sous la table, les mains de Blake se crispaient en poing. Elle a tout pris, s'exclama-t-il. Nos économies pour les dépenses courantes, les bibelots familiaux. En quoi cela n'est-il pas criminel? Rodriguez soupira et échangea un regard avec son partenaire. Les biens matrimoniaux sont compliqués, monsieur Thompson. En matière pénale, il est difficile de poursuivre sans preuve de coercition ou de fraude. Blake sentit ses options se réduire à mesure que les détectives partaient, laissant derrière eux leur platitude vide. Il ne pouvait pas simplement rester assis et attendre pendant que Nathalie et son petit ami profitaient de leur richesse volée. Un souvenir commença à refaire surface, un collègue avait déjà mentionné un détective privé avec une expertise approfondie des affaires de ce genre. Le nom était John Reeves. Blake composa le numéro avec des doigts tremblants. Chaque sonnerie semblait durer une éternité jusqu'à ce qu'une voix rauque réponde. Enquête Reeves. Monsieur Reeves, dit Blake, c'est Blake Thompson. J'ai besoin de votre aide. Ma femme, elle a tout volé et s'est enfuie avec un autre homme. La police ne fait rien. L'autre bout de la ligne resta silencieux avant qu'un lourd soupir ne se fasse entendre. Rendez-vous à mon bureau. Nous en discuterons. 1 heure plus tard, Blake se retrouvait dans un bureau en désordre qui sentait la fumée et le café rassis. Penché en arrière sur sa chaise, Jonathan Reeves, un homme à la carrure d'un ancien soldat et aux yeux de quelqu'un qui en avait trop vu, étudiait Blake avec une intensité qui le faisait se tortiller. Reeves dit, la voix comme du gravier, dur, votre femme s'est enfuie avec son amant après vous avoir vidé. C'est classique, mais il y a quelque chose de plus ici. Quelque chose qui vous terrifie au-delà de la simple trahison. Blake hocha la tête et se mit à mâcher nerveusement. La note semblait menaçante, et la manière dont tout s'était déroulé paraissait trop ordonnée. Ce n'était pas une réaction impulsive. Le regard de Reeves se rétrécit. Vous pensez que son amant est plus qu'une simple relation? Blake répondit, je ne suis pas sûr, mais quelque chose semble étrange. J'ai besoin que vous m'aidiez. Reeves se leva, se dirigeant derrière son bureau. Sa tête tournait déjà, la complexité de l'affaire le captivait plus qu'il ne l'aurait admis. Monsieur Thompson, je vais vous représenter, mais je vous préviens, vous pourriez ne pas aimer ce que nous découvrirons. La mâchoire de Blake se contracta en une ligne ferme. Quoi qu'il en soit, monsieur Reeves, je dois connaître la vérité. Reeves regarda Blake quitter le bureau, un air soucieux plissant son vieux visage.
Cette situation allait au-delà d'un simple conjoint jaloux exigeant justice. Ici, il y avait une profondeur et une complexité qui titillaient son instinct. Lors de son service militaire, il avait rencontré des incidents similaires. Ils se terminaient rarement bien. Reeves attrapa son téléphone et commença à composer un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Bonjour, ici Reeves. J'ai besoin d'une faveur. Jetez un œil aux antécédents de Natalie Thompson et à tous les hommes auxquels elle pourrait être liée. Oui, c'est vraiment urgent. » Reeves ne pouvait pas se débarrasser de l'impression qu'il venait d'entrer dans quelque chose de bien plus qu'un simple conflit conjugal en raccrochant. Pourtant, cela ajoutait à son côté intrigant. Et Jonathan Reeves menait une vie fascinante. Pour Blake, la semaine suivante s'écoula dans une brume de nuit blanche alimentée par la caféine. Au travail, il effectuait ses tâches de manière mécanique, il enseignait ses cours de chimie avec un détachement qui troublait ses étudiants les plus sensibles. Derrière ses yeux vitreux mais bienveillants, son esprit repassait chaque moment de sa vie avec Nathalie, à la recherche d'indices qu'il aurait pu manquer. Pendant ce temps, Jonathan Reeves était dans son élément. L'ancien militaire devenu détective privé avait fait appel à toutes ses relations, tiré toutes les ficelles et graissé toutes les mains nécessaires pour démêler le mystère de Natalie Thompson et de son petit ami. Reeves convoqua Blake à son bureau un triste mardi après-midi. En arrivant, le professeur de chimie découvrit le bureau du détective privé jonché de documents, de photos et de ce qui semblait être des relevés bancaires. Il s'assit. Reeves déclara, d'une voix dure, alors que M. Thompson prenait place, « Il y a beaucoup à couvrir ici. » Blake s'effondra sur la chaise, le cœur battant. Qu'est-ce qui s'est passé? Reeves glissa une photo qu'il avait saisie sur le bureau. Elle montrait Nathalie, un bras autour d'un homme séduisant affichant un sourire éclatant. Je vous présente Carl Reeves, entraîneur personnel de 28 ans, du gymnase de votre femme. Et il se trouve qu'il est un escroc professionnel avec un œil pour les femmes riches et s'ennuyant. Blake prit la photo et ses doigts tremblèrent. Comment est-ce possible? Depuis quand? Il est doué, dit Reeves avec un regard réticent. Les noms changent, les apparences changent, les antécédents changent. Mais il recherche constamment le même genre de femmes, celles qui ont accès à de grosses sommes d'argent et un besoin intense d'aventure. Blake avait la tête qui tournait. Pourtant, Nathalie est intelligente. Comment a-t-elle pu se laisser berner? Reeves se pencha en arrière sur sa chaise, le regard intense. L'amour nous rend tous idiots, monsieur Thompson. Ou ce que nous considérons comme de l'amour. Pourtant, votre femme se voyait probablement comme unique, celle qui avait enfin maîtrisé une virilité sauvage. C'est un fantasme typique. Reeves laissa tomber une autre bombe pendant que Blake essayait de digérer ces informations. Nous avons trouvé un entrepôt loué sous l'un des noms de Reeves. Cela pourrait inclure des preuves, peut-être même certains de vos objets volés. Pour la première fois depuis des jours, l'espoir jaillit dans la poitrine de Blake. Pouvons-nous visiter cet endroit? Sommes-nous autorisés à y aller tout de suite? Reeves hocha la tête et commença déjà à chercher son manteau. Le temps présent est rare. En périphérie de la ville, l'installation de stockage était une structure terne. Lorsqu'ils arrivèrent à l'unité 237, celle que Reeves avait identifiée comme appartenant à Carl Reeves, le cœur de Blake bondit. Mais ils remarquèrent une voiture qui quittait le parking, les pneus crissant en tournant au coin de la rue. Blake aperçut des cheveux bruns familiers à travers la lunette arrière. « Nathalie » s'exclama-t-il, sa voix un mélange de douleur et de rage. Reeves jura et se mit à courir, mais il était trop tard. Lorsqu'ils atteignirent l'unité, la porte était ouverte. À l'intérieur, à l'exception de quelques boîtes vides, tout avait été nettoyé. « Satané » grogna Reeves. « Nous les avons manqués de quelques minutes. » Avec le goût amer de l'échec dans la bouche, il se tenait là quand un gardien de sécurité s'approcha. « Et, vous ne pouvez pas être ici sans. » Reeves l'interrompit en montrant un badge. « Détective privé, nous devons voir vos images de surveillance. » Immédiatement. 20 minutes plus tard, ils visionnèrent une vidéo floue montrant Carl et Nathalie en train de charger des sacs dans leur voiture. Ils se déplaçaient intentionnellement, comme quelqu'un se préparant pour un long voyage. Reeves murmura, « Nous nous rapprochons. » Ils accélèrent. Blake fixa l'image figée de Nathalie sur l'ordinateur, la femme qu'il avait aimée, la femme qu'il pensait connaître, en train de remplir des sacs avec la dextérité d'une escroc chevronnée. Cela lui donna la nausée. « Et maintenant » demanda-t-il d'une voix vide. Reeves plissa les yeux. « Ici et maintenant. Nous suivons l'argent. » Reeves contacta ses informateurs sans relâche au cours des 2 jours suivants. L'esprit de Blake était à des milliers de kilomètres alors qu'il alternait entre arpenter anxieusement le bureau du détective et suivre les mouvements à l'école. Enfin, le vendredi après-midi, Reeves fit irruption dans le bureau où Blake était assis, la tête entre les mains.
Nous les avons, annonça-t-il avec triomphe dans la voix. Ma source à l'aéroport vient d'appeler. Karl a acheté des billets de dernière minute pour le Belize. Ce soir, il s'envole. Blake se leva si brusquement qu'il renversa sa chaise. Le Belize? Nous devons les arrêter. Reeves attrapait déjà son manteau. C'est l'idée, monsieur Thompson. Allons attraper quelques cambrioleurs. La tête de Blake tourbillonnait de possibilités alors qu'il se précipitait vers l'aéroport. Que dirait-il en voyant Nathalie? Sa réponse serait Karl. Les mains de Blake se serrèrent en poing à la pensée de l'homme qui avait volé sa femme et ses économies. Blake ignorait que la confrontation qui l'attendait à l'aéroport allait changer le cours de sa vie pour toujours. L'aéroport bourdonnait du chaos habituel d'un vendredi soir, des familles partant en escapade de week-end, des voyageurs d'affaires se précipitant pour attraper des correspondances, des adieux en larmes et des retrouvailles joyeuses. Pour Blake Thompson et Jonathan Reeves, cependant, le terminal encombré était un champ de bataille et leur cible était clairement visible. Nathalie se tenait là, au comptoir d'enregistrement. Blake sentit son souffle se figer dans sa gorge. Elle avait changé d'apparence. Ses cheveux étaient plus courts et d'une teinte légèrement plus foncée que dans ses souvenirs. Elle portait des vêtements coûteux, loin de son style habituel, des vêtements qu'il n'avait jamais vus auparavant. Et à côté d'elle, son bras enroulé possessivement autour de sa taille, se tenait Karl Reeves. Blake sentit rouge envahir sa vision. Il s'élança en avant, à peine conscient du geste d'avertissement de Reeves sur son bras. Il cria « Nathalie ». Sa voix résonnait dans tout le terminal. La tête de Nathalie se releva, la surprise se lisant dans ses yeux alors que Blake approchait d'elle. Blake pensa percevoir quelque chose dans son regard, juste l'espace d'une seconde, du remords? De la peur? Puis Karl s'approcha, son charisme se transformant en menace alors qu'il se plaçait entre Blake et Nathalie. Eh bien, lança Karl, sa voix dégoulinant de sarcasme. Regarde qui vient nous voir, le mari trompé. Blake l'écarta du regard, l'ignorant. Sa voix se brisa en demandant, comment as-tu pu? Tout ce que nous possédions, tout ce que nous avons créé ensemble. Comment as-tu pu tout abandonner? Le visage de Nathalie se durcit, un masque glissant sur ses traits. Blake, tu ne comprends jamais. Tu ne l'as jamais fait. Karl me comprend. Il me voit vraiment. Tu étais toujours tellement absorbé par ton petit univers de devoirs et d'éprouvettes. Blake continua, sa voix portant au-dessus du terminal, tu as tout pris de moi. Les gens commençaient à fixer leur regard sur la confrontation, un cercle se formait autour d'eux. Karl sourit et passa son bras autour de Nathalie. Avouez-le, l'instructrice. Elle m'a choisi. L'argent a disparu. Ce qui reste n'est rien. Blake craqua. Quelque chose en lui se brisa. Il se précipita en avant, les mains tendues vers le visage arrogant de Karl, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, il se sentit tiré en arrière. Arrivé, attiré par le bruit, la sécurité de l'aéroport se tenait là. Un vigile costaud déclara, « Monsieur, vous avez besoin de vous calmer, votre emprise sur le bras de Blake est trop forte. » Karl profita de la confusion. Il repoussa Blake avec force, l'envoyant tomber sur un chariot à bagages à proximité. Blake sentit l'agonie exploser dans son flanc alors qu'il s'effondrait au sol, le souffle coupé, l'équilibre perdu. Ses yeux larmoyants virent Nathalie hésiter. Sa main se tendit vers lui un bref instant, l'inquiétude passant sur ses traits. Puis Karl lui attrapa le bras et l'emmena. Blake haleta, luttant pour se relever. Il cria, « Nathalie », mais c'était trop tard. Déjà avalé par la foule, le couple avait disparu de la vue. La sécurité entourait Blake, le bombardant de questions, mais son regard restait rivé sur la zone où Nathalie avait disparu. Il entendait à peine leurs mots. Elle était partie. Réellement disparue. Reeves vint à ses côtés, montrant son badge de détective privé aux gardes. « Mon client, dit-il doucement, ne portera pas plainte. Juste un malentendu. Nous allons partir maintenant. » Blake se sentit engourdi lorsque Reeves le fit sortir de l'aéroport. Ils avaient été si près du but. Et maintenant, que faire? Reeves répondit d'un ton ferme, « Ce n'est pas encore fini. Nous savons où ils se dirigent. Le Belize n'est pas si grand, nous les retrouverons. » Blake, rongé par la réticence, se demandait si Nathalie était vraiment intouchable. Dans quelle mesure? Restait-il encore quelque chose de la femme qu'il avait aimée? Ou tout cela n'était-il qu'une autre scène dans son grand canular? Blake regarda par la fenêtre de leur voiture qui s'éloignait, son reflet fantomatique dans le verre. L'homme qui le fixait était un étranger découragé aux yeux vides. Mais derrière ce désespoir, quelque chose d'autre grandissait, la détermination. Une frustration. Une détermination froide et inflexible. Ce n'était pas terminé. Pas encore. De lui,
Nathalie et Carl avaient tout pris, son affection, sa confiance, son avenir. Mais un élément, pourtant, il lui avait laissé, il n'avait plus rien à perdre. Et cela rendit Blake Thompson vraiment redoutable. 3 jours après la catastrophe de l'aéroport, Blake Thompson se tenait devant ce qui restait de sa maison, un bandage fermement enroulé autour de ses côtes meurtries. L'odeur amère de la fumée flottait toujours dans l'air, mêlée à l'arôme des efforts des pompiers pour noyer les cendres. Du ruban de police jaune flottait à la brise, un rappel criard que son abri était désormais une scène de crime. En regardant le squelette calciné de la maison, il essaya de donner un sens au bois noirci contre les souvenirs de la vie qu'il avait bâtie. Le porche où lui et Nathalie s'étaient embrassés pour la première fois en tant que propriétaires. La cuisine où ils avaient brûlé d'innombrables dîners, riant en commandant des plats à emporter à la place. La chambre où la mâchoire de Blake se resserra, essayant de séparer les souvenirs de moments désormais contaminés par la trahison. Derrière lui, un moteur de voiture ronronnait, sa sonorité élégante et coûteuse. Blake se retourna, espérant voir Jonathan Reeves l'informer de leur recherche infructueuse. Au lieu de cela, une Mercedes noire brillante s'approcha, ses vitres teintées reflétant les ruines de son existence passée. Le chauffeur ouvrit la portière et une femme en sortit. Elle avançait avec une élégance prédatrice. Vega et Lisa. Nous devrions discuter, dit-elle en désignant le siège passager de sa voiture. Blake hésita. Chaque impulsion lui criait que cette femme était un problème, mais que lui restait-il à perdre? Elisa raconta une histoire à Blake pendant qu'il conduisait. En l'occurrence, Carl Reeves était plus qu'un escroc de petite ville. Des années auparavant, il avait été actif au sein d'un puissant groupe criminel, ajouta Elisa, la voix serrée par une colère contenue. Et aujourd'hui, nous savons où il se trouve grâce à votre petit incident à l'aéroport. La tête de Blake tourna. Pourquoi venir à moi? Pourquoi ne pas le poursuivre vous-même? Elisa rit, un rire vif et dépourvu d'humour. Carl est intelligent. Il constitue un atout. Des données capables de renverser la moitié des cartels sud-américains. Nous devons être délicats. Elle arrêta la voiture et se tourna carrément vers Blake. Joignez-vous à nous, monsieur Thompson. Avec votre expertise en chimie et nos ressources, nous pourrions créer quelque chose d'introuvable, ce qui résoudrait tous nos problèmes. Blake recula. Tu veux que je t'aide à les éliminer? Elisa corrigea doucement, je veux que vous nous aidiez à obtenir justice. Ne me dites pas que vous n'y avez pas pensé, pour nous deux. Les voir payer pour ce qu'ils ont fait, cela compte seul dans ce lit d'hôpital. Le silence de Blake était dévastateur. Il y avait songé dans ses pires heures. Il aurait pu imaginer 1000 façons dont Nathalie et Carl souffriraient. Elisa se pencha en avant, sa voix basse et convaincante. Blake, je peux vous aider à obtenir justice. Mais vous ne pourrez pas faire marche arrière une fois engagé. Compris. Blake criait intérieurement à l'instructeur consciencieux en lui de dire non, de partir et d'essayer de reconstruire sa vie. Mais cet homme était mort à l'instant où il avait découvert la trahison de Nathalie dans sa propre écriture. Quelqu'un de nouveau l'avait remplacé, il n'avait rien à perdre et tout à gagner. Blake hocha la tête, acceptant son destin après un moment de conflit intérieur. Elisa acquiesça avec triomphe. Bienvenue à bord, monsieur Thompson. Allons attraper quelques malfrats. Blake sentit un poids tomber sur ses épaules alors qu'il s'éloignait des cendres de son ancienne vie. Il venait de conclure un marché avec le diable, mais il souffrirait volontiers en enfer si cela signifiait faire tomber ceux qui avaient détruit tout ce qu'il aimait. Blake Thompson mena 2 vies au cours du mois suivant, chacune aussi étrange que l'autre. Jour après jour, il se tenait devant son cours de chimie au lycée, expliquant les nuances des réactions chimiques et des liens moléculaires. Totalement ignorants de la lutte intérieure de leur professeur, ses élèves voyaient le même enseignant dévoué qu'ils avaient toujours connu. En fait, ils le prirent ainsi, car le stress des examens de mi-parcours approchait, ce qui fit que M. Thompson semblait un peu plus distrait ces derniers temps les plus intenses dans ses cours sur la nature volatile de certains composés. Mais Blake abandonnait sa peau d'enseignant aux manières douces chaque après-midi quand la dernière cloche retentissait. Saluant de la tête les gardes au visage de pierre qu'il reconnaissait désormais, il se dirigeait vers un entrepôt à la périphérie de la ville. À l'intérieur se trouvait un laboratoire moderne brillant d'équipements qui rendrait jalouse n'importe quelle institution. Blake travaillait sans relâche toute la nuit dans ce laboratoire secret, ses mains autrefois employées exclusivement pour corriger les copies et mener des expériences bénignes, aidant maintenant des criminels pour obtenir sa propre justice. Chaque nuit, tandis qu'il nettoyait les résidus chimiques de ses mains, Blake se persuadait que tout était pour la justice, que la fin justifiait les moyens. Mais dans les heures sombres avant l'aube, seul dans le petit appartement qu'Elisa lui avait fourni, il se demandait s'il reconnaîtrait l'homme dans le miroir quand tout serait terminé. Elisa Vega avait observé la métamorphose de Blake avec un mélange de respect et de prudence.
Elle avait profité de cette quête à maintes reprises et avait déjà vu des hommes motivés par la vengeance. Blake Thompson, cependant, possédait un sens de la mission qui dépassait la simple vengeance. Cela le rendait imprévisible, dans le monde d'Elisa, imprévisible signifiait dangereux. Pourtant, elle ne pouvait pas contester les résultats. Le travail de Blake était révolutionnaire, offrant des opportunités que même ses amis cyniques auraient remarquées. Sa perspicacité psychologique avait été inestimable alors qu'il développait leur piège. C'est Blake qui avait proposé d'exploiter le penchant artistique de Nathalie comme appât. Elle parlait toujours de créer une galerie, avait-il dit, la voix empreinte de souvenirs. C'est son rêve de découvrir le prochain grand artiste. Les hackers d'Elisa s'étaient mis au travail pour créer un dossier numérique impeccable d'un nouveau groupe artistique d'élite basé à Miami. Tout était conçu pour attirer l'attention d'un certain couple de fugitifs recherchant leur prochaine grosse affaire. Ils avaient créé des critiques, du buzz sur les réseaux sociaux, voire une liste d'attente pour d'éventuels investisseurs. Blake ressentit une sorte de gratification maladive alors qu'ils examinaient des images satellites du petit village bélizien où Carl et Nathalie avaient été repérés. Dépensant leur argent durement gagné en immobilier en bord de mer et en cocktails coûteux, le couple croyait vivre au paradis. Leur monde était sur le point de s'effondrer, et ils n'en avaient aucune idée. Ils ont l'intention de vendre à un gang concurrent des identités volées, avait déclaré Elisa à Blake un soir, sa voix tendue par une rage contenue. Carl Reese cherchait toujours la prochaine grosse affaire, et ce serait sa chute. Blake hocha la tête, sans surprise. L'homme qui avait volé sa femme et ses économies ne se contenterait pas d'une vie simple au bord de la mer. L'appât était prêt. Leur seule tâche maintenant était de s'assurer que le poisson morde. Carl faisait défiler à nouveau son ordinateur portable crypté dans une maison en bord de mer à des milliers de kilomètres de là, le front plissé de concentration. À proximité, Nathalie se prélassait, sirotait une margarita et faisait semblant de lire un livre. En réalité, elle observait Carl, notant la tension dans ses épaules et la façon dont ses yeux allaient et venaient à travers la pièce. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, essayant de garder sa voix détendue. Blake travaillait sur sa création la plus récente, un liquide transparent et inodore qui pourrait passer pour de l'eau. Inoffensif seul, mais lorsqu'il tenait le flacon à la lumière et ajoutait le bon catalyseur dans le laboratoire de l'entrepôt, il brillait. Il murmura brièvement, et à cet instant, il n'était pas clair s'il parlait à la lumière ou l'observait briller. Il murmura à nouveau, et on ne savait pas s'il faisait référence à lui-même ou au poison. L'aéroport international de Miami bourdonnait de son activité frénétique habituelle. Tout le monde se précipitait vers sa destination, des touristes en chemise criarde se mêlaient à des hommes d'affaires en costume soigné. Deux d'entre eux se déplaçaient avec une nonchalance délibérée, leurs lunettes de soleil coûteuses et leurs vêtements délibérément décontractés les désignaient comme des personnes aisées. Voyageant sous les pseudonymes James et Emily Carter, Carl Reese et Nathalie Thompson traversaient le terminal. Se faisant passer pour un couple aisé revenant de vacances prolongées, ils étaient bronzés et décontractés. Mais sous le rire de Nathalie et le sourire apparemment simple de Carl, le conflit pulsait. Leur plus grand coup à ce jour, celui-ci devait leur assurer une vie confortable. Aucun d'entre eux n'avait remarqué les gardes de sécurité supplémentaires dispersés dans l'aéroport, ni la façon dont certaines caméras semblaient suivre précisément leurs mouvements. La main de Carl se serra presque imperceptiblement sur le bras de Nathalie alors qu'ils approchaient du bureau des douanes. C'était l'instant de vérité. « Bienvenue aux États-Unis, M et Madame Carter », murmura l'agent des douanes avec un sourire fade, en tamponnant leur passeport. « Profitez de votre séjour ici. » Carl laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas remarqué retenir. Ils étaient passés. Le vrai travail pouvait maintenant commencer. Blake Thompson observait les flux de sécurité de l'aéroport avec une grande intensité depuis une camionnette discrète équipée de caméras de surveillance, de l'autre côté de la ville. Lorsqu'il vit Nathalie et Carl franchir la douane sans encombre, ses paumes se crispèrent en point. « Ils sont fichus » murmura-t-il, la voix serrée par une passion contenue. Elisa Vega hocha la tête, sans jamais détacher son regard de son moniteur. « Positif. De notre côté, tout est prêt. Te souviens-tu du plan ?» Blake hocha la tête. Il avait assemblé ses nouveaux contacts criminels comme un château de cartes, chaque élément dépendant des autres. Ces dernières semaines, si un élément échouait, toute la stratégie s'effondrerait. Mais si cela fonctionnait, Blake esquisserait un triste sourire. Si ça marchait, Carl et Nathalie ne sauraient pas ce qui les avait frappés. Alors que le taxi de Carl et Nathalie quittait l'aéroport, 12 autres voitures s'inséraient discrètement dans la circulation derrière eux. Des voitures de police banalisées, des véhicules remplis d'hommes impassibles et même quelques motards se glissant entre les voies tous se rassemblaient dans un même point. Carl et Nathalie, pleins de champagne et d'adrénaline, étaient dans leur chambre d'hôtel. Ils rentreraient chez eux sans incident, et demain,
il rencontrerait le collectif d'art en promettant de quadrupler leur fortune déjà considérable. À nous, remarqua Karl en levant son verre pour porter un toast. Une meilleure équipe que Bonnie et Clyde réunis. Le sourire de Nathalie ne parvint pas à ses yeux alors qu'elle entrechoquait son verre contre le sien. Elle avait récemment commencé à trouver Blake de plus en plus important. Elle rêvait de manière obsédante de son expression à l'aéroport. Mais à présent, il était trop tard pour avoir des regrets. Elle avait pris sa décision. Leur célébration fut interrompue par un coup fort à la porte. Karl fronça les sourcils et posa son verre. « Qui diable » murmura-t-il, ne terminant pas sa phrase. La porte s'ouvrit brusquement et des hommes armés firent irruption dans le couloir. En plus du bruit menaçant des armes dégainées, les cris des policiers et des agents imprégnaient l'air. Les poignets menottés derrière le dos, Karl et Nathalie se retrouvèrent face contre terre sur le tapis moelleux alors que la pièce était mise à sac autour d'eux. Des sacs de poudre blanche furent extraits de cachettes dont ils ignoraient l'existence. Des piles de billets, des armes, de faux passeports, toutes les créations des nouveaux associés de Blake. Une foule s'était déjà rassemblée alors qu'ils étaient emmenés hors de l'hôtel menotté. Les camionnettes de presse se précipitèrent pour se positionner tandis que les journalistes posaient des questions sur cette opération mondiale de drogue illégale qui venait d'être mise au jour. Blake observait le scénario se dérouler tristement de son point de vue dans un bâtiment voisin. À ses côtés, Elisa Vega laissa échapper un léger sourire. « Félicitations, Monsieur Thompson », dit-elle d'une voix froide et professionnelle. « Notre entreprise est, en effet, terminée. » Elle agita une petite clé d'SB. « Votre femme a partagé l'argent introuvable comme promis. » Blake hésita, fixant le morceau de plastique anodin. C'était assez d'argent pour commencer une nouvelle vie, pour oublier toute cette histoire sordide. Il découvrit qu'il ne pouvait pas tout à fait se résoudre à le prendre quand il tendit la main, cependant. « Donnez-le, dit-il brusquement, sous anonymat, au département de chimie de mon université. Depuis des années, ils ont besoin d'outils modernes. » Elisa haussa les sourcils mais ne dit rien. Elle hocha la tête et glissa le disque dans sa poche. « Faire affaire avec vous, Monsieur Thompson, a été un plaisir. J'espère que vous comprenez la nécessité de faire preuve de jugement dans ces affaires. » Bien qu'inutile, le danger était évident. Blake avait l'intention de ne jamais discuter de ce qui s'était passé le mois dernier. Il hocha la tête et se retourna pour voir Karl et Nathalie être emmenés dans différentes camionnettes de police. Il sentit ses épaules s'alléger alors que les véhicules s'éloignaient, sirènes hurlantes. C'était fini. Enfin. Vraiment fini. Des semaines plus tard, Blake se tenait devant son cours de chimie, parcourant une formule particulièrement difficile tout en tenant une craie. Lui seul comprenait la vérité qu'il avait été changé de manière irréversible par ce qu'il avait traversé. Ses élèves se penchaient sur leurs cahiers, le visage crispé par la concentration alors qu'ils essayaient de suivre. Pour un observateur extérieur, rien n'aurait semblé manquer. Il se retourna vers le tableau et se mit à sourire légèrement. Pour le meilleur ou pour le pire, c'était le sourire d'un homme conscient qu'il était capable de tout. Le sourire d'un homme qui avait jeté un coup d'œil dans le vide et en était ressorti plus fort. Blake Thompson, professeur de chimie au lycée, rédigea la dernière partie de l'équation avec brio. Son ancienne vie avait disparu, consumée comme autant de cendres. Mais de ces cendres, un nouveau Blake avait émergé, celui qui ne serait plus jamais la victime de quiconque. La cloche sonna pour indiquer que le cours se terminait. Blake commença à effacer le tableau pendant que ses élèves sortaient, discutant des tests et des projets de week-end. Il avait l'impression d'effacer un autre morceau de son histoire à chaque coup de chiffon. Blake recula, regardant l'ardoise vierge devant lui une fois le tableau propre. C'était, réalisa-t-il, un peu comme sa vie maintenant, une toile vierge attendant d'être remplie de tout ce qu'il déciderait d'écrire. Blake hocha de nouveau la tête pour lui-même, rassembla ses affaires et quitta la classe, l'avenir inconnu tel qu'il était. Pour la première fois depuis des mois, il se surprit à l'attendre avec impatience.